La pomme de terre au four est l'une des préparations les plus simples qui soient, et aussi l'une des plus souvent ratées. La méthode de base, piquer la peau, appliquer de la chaleur, attendre, est pratiquée depuis que les pommes de terre ont atteint l'Europe dans les années 1500. Bien que la cuisson ancienne se faisait dans les braises plutôt que dans les fours, la peau d'une pomme de terre Russet Burbank, la variété la plus couramment utilisée, est assez épaisse pour servir de récipient de cuisson. À l'intérieur, la haute teneur en amidon se transforme sous la chaleur sèche en une texture légère et friable qui n'apparaît dans aucune autre méthode de cuisson. L'humidité s'échappe par la peau, concentrant la saveur. L'huile frottée à l'extérieur sert deux objectifs. Elle conduit la chaleur de façon plus uniforme sur toute la peau et rend l'extérieur croustillant, au point qu'on peut réellement le manger plutôt que le jeter. La pomme de terre au four est devenue une nourriture de rue à Londres dans les années 1800, vendue depuis des conteneurs portés par des marchands ambulants qui travaillaient les marchés d'hiver. Un penny en achetait une, et pour les travailleurs sans accès à une cuisine, c'était aussi une source de chaleur, tenue dans les deux mains contre le froid avant d'être mangée. Aux États-Unis, la pomme de terre au four garni s'est imposée comme un incontournable des restaurants dans les années 1960 et 70, accumulant crème fraîche, fromage, lardons et ciboulette dans un format qui finissait par n'avoir presque aucun rapport avec la pomme de terre en dessous. La température compte plus que le temps. Une pomme de terre cuite à 200 degrés Celsius pendant 1 heure aura un intérieur différent de celle cuite à 163 degrés pendant 90 minutes, même si les deux sont entièrement cuites. La chaleur plus élevée produit plus de vapeur, rendant la chair plus sèche et plus aérée. Les chips, le genre fin et croustillant vendu en sachet, ont été inventés dans le nord-est des États-Unis au milieu des années 1800, et l'origine exacte est disputée depuis plus d'un siècle. L'histoire la plus répétée attribue la paternité à George Crumb, un cuisinier d'ascendance afro-américaine et amérindienne travaillant au Moon's Lake House à Saratoga Springs, New York, en 1853. Un client, parfois identifié comme Cornelius Vanderbilt, s'est plaint à plusieurs reprises que ses pommes de terre frites étaient trop épaisses. Crumb, apparemment exaspéré, les a tranchées ultra fines, frites jusqu'à ce qu'elles soient rigides et trop salées. Le client les a adorées. L'histoire a été contestée. Un article de 1983 soutenait que la sœur de Crumb, Catherine Speck-Wicks, avait en réalité fait la première chip par accident. Aucune des deux versions n'est entièrement vérifiable. Ce qui est documenté, c'est que les fines tranches de pommes de terre frites appelées Saratoga Chips apparaissaient dans les livres de cuisine et les menus dès les années 1860 et étaient déjà assez populaires pour être vendus dans des sachets en papier dans les hôtels de villégiature de Saratoga. La production industrielle est venue bien plus tard. Herman Ley a commencé à vendre des chips depuis le coffre de sa voiture à travers le sud-américain dans les années 1930, construisant finalement la marque Lay's, qui a fusionné avec Frito en 1961. La caractéristique définissante de la chip est son épaisseur ou son absence. Une chip standard est tranchée à environ 1 mm, ce qui permet à pratiquement toute l'humidité de s'échapper pendant la friture, ne laissant derrière que presque que de l'amidon pur et du gras. Les chips artisanales, une variation ultérieure, sont cuites par l'eau plutôt qu'en continu, ce qui permet à la température de l'huile de baisser à l'entrée de chaque lot, produisant une chip plus dense, plus croquante et avec plus de variations structurelles. Les frites ne viennent pas de France. Le nom est resté malgré tout, et maintenant il est trop tard pour y remédier. L'histoire d'origine la plus acceptée les situe en Belgique, dans la vallée de la Meuse, vers la fin des années 1600. Les villageois y faisaient régulièrement frire de petits poissons de la rivière. Quand la rivière gelait et que les poissons ne pouvaient plus être pêchés, ils coupaient des pommes de terre en lamelles en forme de poisson et les faisaient frire à la place. Que ce soit de l'histoire ou un récit que les Belges racontent pour gagner leur dispute avec les Français est sincèrement difficile à dire. Ce qui est documenté, c'est que la culture de la frite belge était déjà bien établie quand les soldats américains sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale. La langue officielle de l'armée belge était le français. Les soldats ont mangé les frites, ont supposé qu'ils étaient en France, et le nom les a suivis chez eux. La frite elle-même se définit par sa double cuisson. La pomme de terre crue est plongée dans l'huile à environ 163 degrés Celsius pour cuire sans dorer. Puis elle est retirée, laissée au repos, et replongée à environ 190 degrés pour former la croûte. C'est cette deuxième friture qui crée le contraste. Un intérieur mou, presque aéré, contre une enveloppe qui résiste une demi-seconde avant de céder. McDonald's a passé des années à essayer de reproduire cela avec des frites surgelées, pré-cuites, et y est largement parvenu en ajoutant du suif de bœuf à l'huile, ce qui donnait à ces frites une saveur qui n'avait rien à voir avec la pomme de terre. Ils sont passés à l'huile végétale en 1990 sous la pression des défenseurs de la santé, et les frites n'ont plus jamais tout à fait été les mêmes. Les Belges mangent les leurs avec de la mayonnaise, ce qui est juste d'un point de vue matière grasse sur matière grasse, et faux aux yeux
d'environ la moitié du monde. Les hash browns sont le résultat d'une pomme de terre râpée posée sur une surface très chaude et très plate qu'on laisse tranquille. Le mot hash vient du français hacher, et le plat apparaît dans les livres de cuisine américains dès les années 1880 sous le nom de hashed brown potatoes. Au début du XXe siècle, le nom s'était raccourci à la version utilisée aujourd'hui. L'étape clé que la plupart des cuisiniers à la maison sautent est d'éliminer l'humidité. La pomme de terre râpée crue est essentiellement de l'eau, et l'eau est l'ennemi d'un extérieur croustillant. Presser les filaments dans un torchon ou les appuyer contre une passoire retire assez de liquide pour permettre à la surface de frire, plutôt que de cuire à la vapeur. La réaction de Maillard, le processus de brunissement qui se produit entre les acides aminés et les sucres au-dessus d'environ 138 degrés Celsius, ne peut pas se produire correctement si la surface libère de l'eau. McDonald's a introduit son hash brown ovale en forme de palais de hockey en 1977 et il est devenu l'un des produits les plus constants de l'enseigne à travers les marchés. Cette forme est obtenue en mélangeant de la pomme de terre râpée avec une petite quantité de pommes de terre déshydratées servant de liant, en la formant sous pression, en la préfritant, puis en la congelant, avant la cuisson finale, en restaurant. Le rôsti suisse occupe la même catégorie, mais n'est pas un hash brown. Le rôsti utilise des filaments plus grands et plus grossiers, souvent des pommes de terre bouillies ou préalablement cuites plutôt que crues, et est formé en galettes cuites à feu doux et lent jusqu'à ce que l'extérieur forme une croûte, tandis que l'intérieur reste mou. C'est un plat régional des cantons suisses alémaniques, où il était à l'origine un petit déjeuner pour les fermiers, avant d'être absorbé dans l'identité nationale suisse au sens large. La purée de pommes de terre est, chimiquement parlant, un effondrement contrôlé. Les parois cellulaires de la pomme de terre se décomposent sous l'effet de la chaleur, libérant des granules d'amidon qui absorbent l'eau et gonflent. L'écrasement rompt davantage les cellules. Ce qu'il reste est une matrice d'amidon et d'eau qui se comporte quelque part entre un solide et une pâte. Tout ce qu'on ajoute ensuite, beurre, crème, lait, détermine si cette matrice reste légère ou devient lourde. La première recette ressemblant à une purée de pommes de terre apparaît dans The Art of Cookery de Hannah Glass en 1747, bien que le plat qu'elle décrivait utilisait du beurre et de la crème dans des proportions qui feraient détourner le regard aux nutritionnistes modernes. Les pommes de terre elles-mêmes n'étaient en Europe que depuis environ 150 ans à ce moment-là, encore regardées avec méfiance dans beaucoup de régions. Au milieu des années 1800, la purée de pommes de terre était un aliment de base dans les îles britanniques et certaines parties de l'Europe continentale, en particulier là où les légumes racines dominaient déjà le régime alimentaire. L'ennemi d'une bonne purée, c'est le travail excessif. Briser les granules d'amidon trop agressivement, avec un robot culinaire ou un presse-purée utilisé trop de fois, et les amidons se lient en une pâte collante et élastique. C'est la purée gluante servie dans les cantines scolaires et les mauvais dîners. Le type de pomme de terre compte autant que la technique. Les pommes de terre riches en amidon comme les russettes se défont facilement et absorbent bien le gras. Les variétés à chair ferme comme les pommes de terre rouges conservent leur structure et donnent un résultat plus dense, légèrement caoutchouteux. Joël Robuchon, sans doute le chef le plus étoilé de l'histoire du Michelin, a passé des années à perfectionner ses pommes purées, arrivant finalement à un ratio d'environ parts égales de pommes de terre et de beurre en pois. Décadent par n'importe quelle mesure et définitivement pas ce qu'Hannah Glass avait en tête, les pots de pommes de terre en tant qu'entrée de restaurant ont été inventés délibérément. Dans une chaîne, dans les années 1970, TGI Fridays est crédité pour avoir popularisé le plat après l'avoir mis à son menu vers 1974. Le moment était important. C'était la même époque où les restaurants américains commençaient à traiter les entrées comme une catégorie digne d'être développée et les plats partagés pour les groupes commençaient à devenir commercialement intéressants. La peau de pomme de terre elle-même est le sous-produit de la fabrication de purée. Les cuisines de restaurants qui évidaient les pommes de terre pour la purée se retrouvaient avec des pots qui avaient été précédemment jetés. Quelqu'un y a ajouté du bacon, du fromage et de la crème fraîche, les a repassés au four et les a facturés. Le plat a un avantage structurel sur une pomme de terre au four entière. La peau peut être garnie et placée face en haut sous un grill, faisant fondre le fromage et croustillant tout sans que la masse de chair en dessous n'isole les garnitures de la chaleur. Le ratio croûte-garniture est bien plus élevé. La peau de la pomme de terre contient la plus haute concentration de nutriments de tout le légume, fibres, potassium, vitamine C, bien qu'après avoir été garni de cheddar et de crème fraîche, ce profil nutritionnel soit largement théorique. Dans les années 1980, les peaux de pommes de terre s'étaient répandues dans la restauration décontractée américaine au point de devenir un raccourci pour la culture des entrées de l'époque. Le plat est maintenant suffisamment associé aux bars et aux soirées sportives pour n'apparaître que rarement dans des contextes gastronomiques, ce qui est un bon exemple d'un aliment qui se fixe culturellement à un registre particulier et y reste,
peu importe ce que les ingrédients réels pourraient soutenir. Les quartiers de pommes de terre ne sont pas une forme simplifiée de la frite. C'est une préparation différente, avec une logique différente derrière. Un quartier est découpé d'une pomme de terre entière en sections, généralement 6 à 8 par pomme de terre, en conservant la peau. La peau fait vraiment son travail ici. Elle maintient le quartier ensemble pendant la cuisson et développe sa propre texture, légèrement moelleuse et terreuse, distincte de l'intérieur féculent. L'épaisseur du quartier signifie qu'il ne peut pas être entièrement cuit dans l'huile, comme une frite fine, sans brûler l'extérieur. L'approche standard est de pré-cuire les quartiers à l'eau bouillante ou à la vapeur avant de les cuire au four ou de les frire, ce qui fait pénétrer l'humidité dans l'amidon et crée l'intérieur moelleux. Au four, la grande surface de la face coupée dort pendant que le côté peau reste intact. L'assaisonnement appliqué avant la cuisson, paprika, poudre d'ail, sel, a le temps d'adhérer et de former une croûte plutôt que de rester simplement en surface. Les quartiers de pommes de terre comme catégorie définie sont largement un phénomène américain qui s'est solidifié dans les années 1950 et 60, apparaissant dans les dîners et les livres de cuisine domestique comme une alternative moins laborieuse aux frites, pouvant être réalisée dans un four ordinaire sans friteuse. En Australie, ils sont devenus un incontournable des pubs dans les années 1970 et 80, généralement servis avec de la crème fraîche et une sauce piment doux, une combinaison qui ne semble pas exister en tant qu'accompagnement ailleurs dans le monde, avec tout à fait le même poids culturel. Les frites gaufres viennent d'une lame, pas d'un moule. La coupe est réalisée sur une mandoline avec un accessoire cannelé ou ondulé. La pomme de terre est tranchée une fois, puis tournée de 90 degrés et tranchée à nouveau. Cette rotation est ce qui crée la grille. Chaque deuxième coupe croise les canaux laissés par la première à angle droit, produisant le motif en treillis. Le résultat n'est pas seulement esthétique. La structure de grille ouverte donne aux frites gaufres une surface par gramme considérablement plus grande qu'une frite plate, ce qui signifie plus de contact avec l'huile chaude, plus de croûte et une perte d'humidité plus rapide depuis l'intérieur. La texture est plus croustillante sur les bords et plus molle dans les nœuds centraux plus épais où la grille se croise. La mandoline elle-même était une invention française, utilisée dans les cuisines professionnelles depuis le XVIIIe siècle pour le travail de précision sur les légumes. L'application de la coupe-gaufre était une adaptation qui est devenue visible commercialement aux États-Unis dans les années 1970 et 80, quand les chaînes de restauration rapide décontractées ont commencé à différencier leurs offres de frites. Chick-fil-A a adopté les frites gaufres comme format signature en 1985, et l'association entre la chaîne et la coupe est devenue assez forte pour qu'il soit maintenant genuinement difficile de penser à l'une sans l'autre. Les frites sont faites de pommes de terre, russettes, tranchées en gaufres, blanchies, puis cuites dans de l'huile de colza. Le treillis les rend structurellement assez stables pour supporter des garnitures, c'est pourquoi elles apparaissent dans des formats garnis dans les restaurants de restauration rapide décontractés plus souvent que les frites ordinaires. Une frite à coupe standard s'effondrerait sous le même poids.